Bonjour à tous, je m'appelle Alain Veller, je suis le entre guillemets, journaliste qui va animer ce débat. Et est-ce que vous m'entendez mieux là? Alors il faut que je crie pour qu'on m'entende. Il y a un écho, oui, mais l'écho, je ne suis pas responsable. Alors on va tâcher de trouver la bonne distance. Est-ce que comme ça vous m'entendez? Ah non, si on me dit non, alors là c'est trop dur. Bon, donc je vous disais que je m'appelle Alain Veller, ex-journaliste, aujourd'hui conseil en communication, avec un panel que je vais vous présenter très rapidement, qui a quelque chose de commun avec moi et pas du tout commun avec les jeunes qui nous regardent, c'est que j'ai pratiquement 50 années de cotisation aux caisses de retraite, je n'ai jamais connu le chômage, j'ai une stabilité exceptionnelle de l'emploi, donc je ne suis plus du tout dans le coup. Avec moi des gens dont le plus jeune est proche de ce qui pourrait être l'âge de la retraite aujourd'hui, et disons que Jean Viard, qui est sociologue, qui vit dans le Luberon, qui vit donc bien, peut encore continuer à travailler longtemps parce que il est au CNRS. Quand on est sociologue au CNRS, on a une certaine sécurité dans l'emploi, hein, il l'admet, et il travaille pour le centre de recherche de Sciences Po. Je ne me suis pas trompé. Spécialiste du temps libre, du travail et du temps libre. Bonne ouverture sur le travail que de parler des vacances et du temps libre. Alors, je vais parler de Maria Novak de l'autre côté. Maria Novak, quand on a vu que j'avais la chance d'animer ce débat, on m'a dit « tu as une chance, c'est une femme fabuleuse ». Alors, madame, on se connaît depuis quelques minutes, mais je sais déjà que vous êtes fabuleuse. Votre famille a quitté la Pologne dans une période sinistre en 1943. Et eh bien, elle a choisi la France puisque vous avez votre diplôme de Sciences Po en France. Toute votre carrière, on en parlera dans un instant, mais disons en résumé que c'est vous qui avez introduit le microcrédit que vous avez connu grâce au Bangladesh, que vous l'avez introduit en Afrique, puis en Europe de l'Est, en Europe centrale et aussi en France à travers une association que vous avez créée. Et on verra toute l'importance que vous accordez au microcrédit, puisque pour vous, c'est la porte d'entrée à un travail indépendant pour des gens qui, sans ça, seraient au RMI. J'espère que j'ai bien résumé aussi. Jean-Christophe Le Duigou, numéro 2, je crois, de la CGT, mais il n'a pas toujours été. Alors, lui, il est fils d'un stit breton ou en Bretagne. Ses premières armes de militant, il les a faites en manifestant contre la guerre d'Algérie à Rennes, si j'ai bien lu, parce que je suis comme beaucoup de gens ici, je sais regarder Google. Et ensuite, syndicat des impôts, militant, puis ensuite secrétaire du syndicat des impôts, CGT. Et par la suite, le patron du syndicat CGT des finances. Une grande grève a révélé aux autres CGTistes de la Confédération que vous étiez un homme de dialogue, un homme de consensus, que vous saviez parler pendant tout le temps d'une grève avec les autres syndicats, ce qui vous a valu, j'espère ne pas faire un trop grand raccourci, une certaine traversée du désert, car vous n'êtes rentré au bureau confédéral comme secrétaire que beaucoup plus tard, en 99. Prenez un micro si vous voulez rectifier. Donc, disons que vous étiez considéré un peu comme le moderniste face au traditionnaliste et que vous êtes devenu l'interlocuteur privilégié du gouvernement, aussi des patrons, dont certains ont peut-être été très proches de vous, je ne dirais pas jusqu'à dire amis, que vous avez négocié avec eux, et qu'il n'y a que Vianney qui s'est aperçu que vous pouviez être utile à la grande cause et à la modernisation de la CGT. Et concernant le travail, juste un point, depuis 2 ans, m'avez-vous dit, il y a un groupe de travail que vous avez créé sur le travail à la CGT, Confédération Générale du Travail.
Je vous ai demandé pourquoi avoir attendu si longtemps. Je vous ai demandé pourquoi. Et vous m'avez dit oui, mais Confédération Générale du Travail. Oui, pourquoi avoir attendu si longtemps, du coup? Je vous pose la question à vous. Je crois que c'est qu'on a vécu pendant une vingtaine d'années cette question sur le mode défensif. C'était la période de la fin du travail, voire du partage du travail. Nous avons senti que le vent tournait et nous avons ressenti la nécessité d'avoir un travail un peu plus théorique et pratique, d'approfondissement des évolutions du travail, d'anticipation finalement sur les enjeux. Mais c'est, je crois, un peu d'ailleurs le thème du débat aujourd'hui. Le thème du débat, parlons-en, parce qu'on va dialoguer avec vous, avec le panel d'étudiants. On va tâcher d'avoir une discussion et pas simplement une petite discussion transverse ici à la tribune. On va tâcher de travailler par grands thèmes. Premier thème, ça sera la valeur travail. Quelle place va-t-on accorder au travail demain? Et ensuite, nous parlons de la façon dont nous allons travailler demain. C'est autre chose. La vie au travail, quelle sera-t-elle? Mais d'abord, comment on considère le travail? Mais avant cela, juste une ou deux questions d'actualité. Je vais commencer par Madame Novak. Aujourd'hui, on parle d'une crise bancaire. Alors, je sais bien qu'on a lâché les liquidités, mais il semblerait que les banques ne les lâchent pas encore pour les entreprises qui en ont besoin. Vous avez introduit le microcrédit. Le microcrédit, c'est le moyen pour des jeunes et des moins jeunes d'accéder au travail. Est-ce que vous avez les moyens de prêter aujourd'hui encore aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent créer leur micro-entreprise ou leur travail indépendant? Ou bien est-ce que vous sentez déjà les conséquences de la crise financière? Oui, je voudrais dire d'abord que nous sommes refinancés par les banques. Il a fallu pour cela changer. Oui, voilà. L'ADI est refinancé par les banques qui nous font des lignes de crédit que nous distribuons ensuite directement, que nous gérons directement pour financer des chômeurs, des érémistes, des jeunes, des personnes en difficulté qui créent leur propre emploi ou leur propre entreprise. Et bon, à ce stade encore, nous n'avons pas de difficultés. J'espère que nous n'en aurons pas. D'abord parce que c'est vraiment peanuts, si vous voulez, l'encours de l'ADI, c'est 30 millions, c'est 50 millions, c'est pas 1000 milliards d'euros. Vous voyez, je crois qu'on a changé d'unité de compte à l'heure actuelle et nous sommes dans des unités de compte anciennes qui sont absolument microscopiques. Mais à chaque fois, pour chaque jeune ou chaque créateur, vous contribuez à... Il leur faut combien? Il leur faut combien pour accéder au marché du travail? La moyenne des prêts de l'ADI, c'est 3 000 euros qui peuvent, le cas échéant, être complétés par une prime régionale, par un dispositif public. Donc, disons, le maximum de plans de financement, c'est 10 000 euros. Mais la moyenne est bien plus basse. Et cela suffit parce qu'en fin de compte, on peut commencer une entreprise dans le domaine des services, du commerce, avec très peu d'argent et la développer progressivement. Et je pense, pour répondre encore à la question des banques, que dans un moment comme celui-ci, où leur image s'est détériorée plus encore qu'elle ne l'était auparavant, je vois vraiment mal les banques quitter cet investissement dans l'économie réelle pour créer de l'emploi et qui, en plus, a un risque extrêmement limité puisque notre taux de perte est 3%, bien inférieur à celui de banque pour la création d'entreprises. Ça me paraîtrait d'une absurdité tellement grande que je ne peux même pas l'imaginer. Merci. On est juste au stade des présentations. Jean-Christophe Le Duigou, vous avez écrit il y a 3 ans un bouquin, Demain le changement, dans lequel vous mettiez déjà en garde contre les méfaits de l'économie financière en disant que malheureusement elle n'était pas créatrice de richesse. Donc vous craigniez le pire. Est-ce que le pire est arrivé et est-ce que, comme vous le craigniez également, vous le mentionnez dans un article au début de l'année,
vous pensez que les salariés vont payer les pots cassés, notamment avec un accroissement du chômage important? Tout le monde pense qu'il va y avoir un accroissement du chômage. Merci d'avoir rappelé ce que j'écrivais effectivement il y a quelques années, sans prédire pour autant la crise financière et ses modalités. Je constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'ont prédite, on ne les entendait guère avant qu'elle ne se déclenche. Mais ce que je mettais en évidence, c'est un certain nombre de contradictions. Et je crois que la crise qui s'est développée ces dernières semaines a la nature, non pas simplement d'une crise boursière, ni même simplement d'une crise bancaire, même si c'est le cœur d'un certain nombre de dysfonctionnements majeurs. Non, je pense qu'il s'agit d'un grand ébranlement qui, d'une manière ou d'une autre, va remettre en cause le mode de développement économique et financier qui s'était peu à peu imposé depuis 20 ans, 25 ans, à partir des États-Unis. Et notamment, va mettre en cause ce que vous pointez, c'est-à-dire des systèmes qui permettaient de créer de la valeur boursière et financière, moi j'appelle ça du capital fictif, sans qu'il y ait création de richesses correspondantes. Je pense que c'est ce mécanisme-là qui est aujourd'hui en cause, que cela va provoquer un retour au réel, sans doute dans des convulsions relativement difficiles à supporter, mais un retour au réel qui va remettre au centre la question de la création de richesses et donc la place du travail. Oui, dans un des débats qui précédait, Boris Cyrulnik disait « est-ce qu'il y a crise ou catastrophe ?» En fait, il y a catastrophe, c'est-à-dire coupure, mais après une catastrophe, on repart. On va poser la question à Jean Viard, puisqu'il est sociologue. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'analyse ? Je vous dirai qu'on le saura l'année prochaine. Non, mais je veux dire, faire à l'instant T, comme si on connaissait complètement les conséquences de ce qu'on est en train de vivre, je n'y crois pas. Je pense qu'on est dans une société mondialisée, médiatique, qui a en permanence besoin de se dire qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire. Alors on a vécu la crise financière de 89, on a vécu le 89, l'effondrement du rideau de fer, on a vécu le 11 septembre 2001. À chaque fois on a dit c'est un nouveau monde, le siècle commence, etc. Il se bouscule des choses essentielles, je ne dis pas le contraire. Mais je dis que les effets... Vous l'entendez mal ? Pardon, je dis les effets... Il faut vraiment les mettre très près. Voilà, je dis les effets sur l'économie réelle, les effets sur les cultures politiques, les effets effectivement sur la capacité à prendre conscience qu'on doit changer de modèle de développement. Je crois qu'on ne peut pas en tirer les conséquences aujourd'hui, et pour une raison très simple, c'est que c'est les hommes qui font l'histoire. Elle n'est pas écrite. Et si vous voulez, on est dans une époque où on fait un peu comme si on pouvait faire l'économie de la politique, et si effectivement les sociétés allaient se transformer tout seuls. Les sociétés ne se transforment pas tout seuls, c'est les hommes qui se coalisent pour les transformer. Et en ce moment, il n'y a pas de rapport de force politique pour transformer la plupart des grandes sociétés. Il n'y a pas complètement de rapport de force. Alors pour finir là-dessus, je dirais, jusqu'à l'élection américaine, je pense que la crise financière va occuper les médias. Après l'élection américaine, il y aura certainement une nouvelle période qui va s'ouvrir. Ce qui signifie, Jean Viard, que vous ne pensez pas que nous soyons dans une crise systémique. Il y a des gens qui disent c'est la fin du XXe siècle, maintenant le XXIe siècle va vraiment commencer, quel sera-t-il? Et on va en parler concernant le travail. Et puis il y a des gens qui disent il y a une période, l'ultralibéralisme, qui est né au cours des années 70 avec Reagan et Thatcher, et c'est la fin de cette période-là. Jean-Christophe Ledouigou, est-ce que, ou puis tous les trois, et puis ensuite on passe au travail, est-ce que vous pensez qu'on est dans une crise majeure, systémique, ou bien qu'il s'agit simplement, je ne dirais pas d'une affaire de médias, mais en fait d'une crise hyper médiatisée? Si on fait l'analyse qu'il s'agit simplement d'une crise financière et peut être grave, et elle est plus grave que les deux grosses crises financières qui sont déjà intervenues depuis 20 ans, la fin des années 80 et le début des années 2000. Si on pense que ce n'est qu'une crise financière, ce n'est pas tout à fait une crise systémique. Moi, ce que je note, c'est que la crise économique était engagée avant la crise financière. La remontée du chômage, la récession économique qui s'inscrivait dans les statistiques, le recul de la production industrielle, tout ça était visible en France depuis le printemps, aux États-Unis depuis près d'un an. Et je pense que c'est cette situation-là qui a provoqué ensuite la crise financière, et donc que l'on est bien
devant une crise d'un mode de développement économico-financier. Voilà, si on limite à la crise financière ce qu'ont tendance à faire une partie des médias et beaucoup d'hommes politiques, je pense qu'on passe à côté et on va ramasser en pleine figure les autres dimensions qu'on n'aura pas préparées. Parce que c'est peut-être bien de mobiliser 1700, 2000 milliards de dollars pour sauver les banques. Il vaut mieux pas qu'elles s'effondrent. Effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme instrument, comme moyen pour faire face à la récession. J'emploie ce terme un petit peu euphémistiquement, mais cette récession qui, finalement, pointe pour sans doute une assez longue période devant nous. Voilà. Et si vous voulez bien, on va introduire la notion de travail dans tout ça, parce que pour les jeunes qui sont ici, pour les plus jeunes parmi nous, la question du travail, pouvoir travailler et comment se pose vraiment. Deux parties dans notre discussion. Première partie, la notion même de travail qui évolue. Alors pour Jean Viard, c'est l'introduction des 35 heures a provoqué un choc psychologique. Je crois avoir lu cela. Alors vous allez corriger. Est-ce que les Français aiment toujours travailler? Qu'est-ce que le travail pour nous? Est-ce que vous êtes d'accord avec la belle formule de Sarkozy il y a un an, travailler plus pour gagner plus? Où en est-on pour le travail? Et ensuite, je vous poserai à vous la question, la valeur travail, quelle est-elle aujourd'hui? Et on passera aux premières questions concernant la valeur travail de la salle et du panel d'étudiants. Donc vous voulez que je commence? Moi, je vais donner 2 chiffres. Vous savez combien il faut travailler d'heures pour prendre sa retraite? Il faut travailler 63 000 heures. Vous savez combien d'heures vous vivez? 700 000 heures. Donc en moyenne, pour prendre sa retraite, il faut avoir consacré 10% de son existence à travailler, en gros. Nos parents, après-guerre, travaillaient en moyenne 120 000 heures. Ils vivaient en moyenne 600 000 heures. Et à la fin du 19e, un ouvrier, un petit fonctionnaire, il travaillait 200 000 heures. Il vivait 500 000 heures. Quand il avait dormi 200 000 heures et travaillé 200 000 heures, il restait 100 000 heures à faire autre chose que dormir et travailler. C'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à la guerre de 14, les rentiers étaient une classe extrêmement prisée. Donc je crois qu'il faut voir ça. C'est-à-dire, premièrement, la place du travail dans nos vies en durée a complètement changé. Et dans votre vie, quand vous avez passé 200 000 heures à dormir, 100 000 heures à regarder la télé, 63 000 heures à travailler, 30 000 heures à étudier, quand vous avez fait 6 000 fois l'amour, il vous reste 400 000 heures de temps libre. Donc regardez l'ensemble de cette société dans ses équilibres. Je vous signale que vos grands-mères faisaient l'amour 1500 fois. Donc, non, mais je veux dire, il faut regarder ces bouleversements dans leur complexité, quoi, parce que vous, le sentiment que vous avez, c'est d'une vie où vous travaillez beaucoup, où vous êtes stressé en permanence, etc., ce qui est vrai aussi. Mais regardons cette évolution-là. Comprenons que nous vivons des vies de plus en plus longues et que ces vies de plus en plus longues, nous les parcourons de plus en plus vite. Et que nous faisons tout avec un hyperstress. Nous travaillons avec stress, nous prenons des temps libres avec stress, nous dormons avec des somnifères, etc. Donc, il faut comprendre que les équilibres ont changé. Moi, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que dans le travail, il y a des phénomènes très contradictoires. Il y a une explosion. C'est pour ça qu'on a parlé de fin du travail, comme on disait, notamment Ripken, Dominique Méda, etc. à une époque. Parce qu'effectivement, ce qui a disparu, c'est la grande usine. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une explosion des travaux extrêmement intelligents, des gens qui ont fait beaucoup d'études, éventuellement qui gagnent énormément d'argent et qui sont en train de piquer une part importante du PIB, notamment aux États-Unis. Et de l'autre côté, une explosion du travail extrêmement simple. Pourquoi ? Parce que 40% de l'emploi s'occupe du corps des autres. C'est ça la grande innovation des sociétés modernes. On est passé de 5% de l'emploi qui s'occupait du corps des autres en 1900 à 40% aujourd'hui. Ça veut dire quoi, 40%? Ça veut dire éduquer, soigner, divertir, cultiver, s'occuper des vacances. Ça, c'est l'innovation des sociétés modernes. 10% des gens s'occupent du sol, faire des routes, planter des choux, etc. 25% produisent des objets. 30% font de la logistique, l'épicerie, la politique, etc. Tout ce qui est la sécurité, l'armée, etc. Regardez la société comme ça. Et je fais exprès de casser vos chiffres. Et donc, regardons le bouleversement du travail dans son éclatement. Troisième élément, évidemment, dans tout ça, c'est que le travail, quand il était au 19e, la valeur centrale de la pensée économique, c'est parce que quand je travaille 200 000 heures et que je dors 200 000 heures, toutes les hiérarchies découlent du travail. Mon rapport à l'autre, le choix de mon conjoint, le postier épouse la postière, le paysan la paysanne, l'ouvrier Renault épouse la secrétaire. Et puis quand on est dans une société où le travail est moins d'importance, on fait des études plus longues, les couples deviennent, on est beaucoup plus individualisé. La vie moyenne des couples, la durée moyenne des couples, c'est 8 ans. La durée moyenne des rapports patron-salarié, c'est 11 ans et demi.
Donc regardons l'ensemble de ces bouleversements et comprenons que du coup, le travail n'est plus, et c'est à mon avis ça dont on parle en ce moment beaucoup avec le camarade Nicolas, le travail n'est plus l'organisateur de l'ensemble des valeurs de la société. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, ça ne veut pas dire qu'on est moins productif. La France est un des pays les plus productifs au monde. Le rapport d'engagement des gens sur le travail, le rôle du travail dans l'identité, tout ça reste extrêmement fort. Mais par contre, les valeurs collectives, le lien social, les codes, etc., sont souvent construits en dehors du travail, notamment par les congés payés, par la télévision, qui sont des producteurs énormes de codes. Voilà, moi, pour dire des choses rapidement, c'est ces bouleversements qui me semblent au cœur de ce que nous vivons. Oui, alors, ce que j'ai lu dans vos réflexions, ce qui m'a également intéressé, c'est que là, vous avez parlé du travail en général, des travailleurs en général. Vous différenciez beaucoup les classes les plus aisées qui travaillent davantage que les autres et qui savent mieux occuper leur temps libre, et puis les jeunes des banlieues, par exemple, mais il n'y a pas que, qui, eux, ayant des revenus moindres, un niveau de culture moindre, ont beaucoup plus de temps libre, travaillent beaucoup moins et n'ont pas les moyens d'occuper leur temps libre. Ah oui, bien sûr. Alors, j'avais travaillé auprès d'Elisabeth Guigou sur les conséquences des 35 heures quand elle était ministre de l'économie, du travail. Et il y a deux choses qu'il faut dire. C'est que tout ça n'a pas de sens si on ne dit pas, premièrement, qu'on est entré dans une société en tendance paritaire sur la question de l'emploi. Parce que la durée moyenne du travail des couples en Europe est de 70 heures. La durée moyenne du travail des couples en Europe est de 70 heures. Par semaine. Sauf qu'il y a des pays où on a 2 fois 35 heures comme thème idéal, parce que ce n'est pas vrai évidemment pour tout le monde, puisque la durée moyenne du travail en France, d'autres le savent mieux que moi, mais c'est un peu au-dessus. Mais par contre, il y a des pays où l'homme fait 50 heures, et l'Allemagne, en Angleterre, il y a des millions de femmes qui font moins de 10 heures. Donc le partage dans les couples est en fait la question centrale à ce niveau-là. La deuxième question, c'est effectivement, moi j'utilise un indicateur que j'aime beaucoup, c'est la densité du temps libre à l'hectare. Et quand on fait des analyses urbaines, on regarde le temps libre disponible à l'hectare. Et on se rend compte que dans les quartiers bourgeois, les gens d'abord, depuis les 35 heures, souvent ils travaillent plus quand ils sont dans la ville, parce qu'ils quittent la ville quand ils ne travaillent pas, alors que les autres, et quand ils prennent leur retraite, ils déménagent. Donc la masse de temps libre à l'hectare, en fait, elle diminue, alors que c'est là souvent qu'il y a les équipements culturels. Et dans les quartiers populaires, où la retraite se prend sur place, où le taux de chômage des jeunes est considérable jusqu'à 30 ans, etc., et où beaucoup de femmes ne travaillent pas, ou pas, plus le chômage, évidemment, on a une densité du temps libre à l'hectare qui augmente. Et donc, de nouveaux problèmes sociaux. Par rapport à ça, c'est vrai que ce critère, il est important. Mais à mon avis, la question centrale du débat politique, ça reste la place des femmes sur le marché du travail. Et je pense que la vraie question, c'est effectivement, est-ce qu'on est pour un modèle paritaire d'emploi, notamment ce qui se passe quand même dans les pays scandinaves. Et je rappelle que le taux de chômage féminin dans certains pays scandinaves est inférieur au taux de chômage français parce qu'on a une réflexion sur l'emploi du corps comme objectif collectif, c'est-à-dire comment on passe de 40 à 45% des salariés qui s'occupent du corps des autres, qui soient notamment nous les personnes âgées. On a un déficit énorme d'emploi sur les personnes âgées. Ou est-ce qu'à l'inverse, on reste obsédé par le travail de production, par l'idée qu'il faut faire des Airbus et des voitures, ce qui est très bien aussi, même si on peut en discuter en termes de développement durable, mais je suis content d'avoir un Airbus pour rentrer chez moi tout à l'heure, mais effectivement, comprendre que le travail et la production d'objets manufacturiers, ce n'est pas la même question. Merci. Alors, avant de donner la parole aux étudiants à la salle, j'aimerais, sur la notion même de travail, aujourd'hui et demain, avoir les réactions de madame et de monsieur. Alors, madame, qu'est-ce que vous suggère cette introduction du sociologue ? Pour vous qui avez les mains dans le cambouis ou les pieds dans le cambouis, hein, parce que... Je la trouve extrêmement intéressante et je la regarderai certainement de plus près. Toutes les statistiques que vous donnez... ah oui, non, mais en plus, il faut que je parle dans le micro. Il vaut mieux regarder la salle que moi. Voilà, comme ça sera plus facile. Je trouve donc cette introduction chiffrée extrêmement intéressante parce qu'elle montre effectivement l'évolution de la place du travail dans le monde. Moi, je voudrais prendre un autre point de vue. C'est l'évolution du travail salarié et du travail indépendant. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que dans les questions, par exemple, qui ont été formulées par les étudiants, il n'y a pas... On va y revenir tout à l'heure. Les gens ne les connaissent pas encore. Sur le travail indépendant. En fait, ça ne me surprend pas tellement parce que d'une façon générale, en France, on ne parle pas du travail indépendant. Quand on dit travail, quand on dit emploi, on veut dire salarié. Or, ce n'est pas du tout la réalité, d'abord dans le monde, où la majorité des emplois sont des emplois indépendants. C'est de moins en moins vrai en Europe, où 48% des citoyens, d'après les eurobaromètres, préfèrent désormais le travail indépendant au travail salarié. Et
c'est de moins en moins vrai en France, surtout si on prend en compte l'énorme secteur informel qui se développe dans ce pays. Secteur informel, pourquoi ? Parce que la complexité et la charge des cotisations sociales sont absolument inadaptées par rapport à des petites activités qui n'ont pas la rentabilité suffisante, par rapport aussi souvent à l'éducation des gens. Pour vous donner un exemple, à l'ADI, on a financé 60 000 personnes, dont 20%, ça va à peine lire et écrire. 25% ont fait des études universitaires, mais d'autres ne savent pas lire et écrire, ou à peine. Et ça ne les empêche pas de réussir comme travailleurs indépendants. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui d'arrêter de voir le travail indépendant comme le vestige du passé, comme une forme de travail qui existait au XIXe siècle, et reconnaître que c'est une forme de travail qui convient parfaitement à une économie post-industrielle, fondée sur les services, fondée sur les nouvelles technologies, fondée sur une plus grande initiative. Il y a une chose peut-être que je voudrais aussi dire, c'est que il ne me semble pas que l'homme a été créé uniquement pour obéir et travailler à la chaîne dans la discipline. C'est le travail salarié, c'est la révolution industrielle qui ont réduit les ouvriers essentiellement à des tâches répétitives et définies à l'avance. Mais pour moi, le travail salarié aujourd'hui se transfère vers d'autres pays en voie de développement. Et en France, de plus en plus, les unités de production deviennent petites et décentralisées. Et je crois que c'est important de dire que, en fin de compte, réfléchissez vous-même et dites-moi à la fin ce que vous en pensez. Je pense que les gens ont autant besoin de créativité que de sécurité. Il se trouve que pendant la phase industrielle, vous ne pouvez pas tellement donner de créativité aux ouvriers. Et les syndicats, Dieu merci d'ailleurs, ont essentiellement mis l'accent sur la sécurité. On est arrivé à un niveau de sécurité qui était tout à fait remarquable quand le modèle s'écroule et qu'on s'aperçoit que la révolution industrielle est derrière nous. Merci. Jean-Christophe Duigout, vous réfléchissez donc depuis 2 ans au sein de la CGT à la notion même de travail et à la façon dont nous travaillerons demain sur le concept de travail, la façon dont nous appréhendons le travail. Est-ce que vous êtes déjà parvenu à des conclusions ? Moi, dans ce que je viens d'entendre avec les 2 précédents orateurs, il y a cette idée qu'on ne vit plus seulement pour travailler, ou bien que le travail, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin. Le travail indépendant, c'est un début de réponse. On n'est plus là, comme ma génération, pour entrer dans une boîte et puis en sortir, non pas les pieds devant, mais enfin, disons, pour la retraite, très proche de l'âge de la mort. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de salariés qu'on appelle seniors qui aimeraient bien être dans l'emploi et dans le travail. Voilà. La réalité qu'on leur impose est tout autre. C'est pas un choix. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut bien prendre la dimension de ce qui se passe et pas regarder les choses avec nos yeux d'il y a 20 ans ou 25 ans. Il y a un siècle, je remonte plus loin, les journées internationales d'action des syndicats à l'échelon donc mondial, elles se déroulaient sur le temps de travail et la journée de 8 heures. Nous avons repris cette année, à la suite de la création d'une centrale syndicale internationale unique, cette opportunité d'avoir une journée mondiale d'action de l'ensemble des syndicats. Elle s'est déroulée il y a 10 jours sur le thème du travail décent. Voilà la préoccupation de centaines de millions de salariés, ceux qui sont en marge de l'emploi, ceux qui sont dans le travail mais ne sont pas satisfaits de la manière dont il est mis en œuvre, et l'immense masse ceux qui ne sont qui sont des travailleurs informels dans les pays du tiers-monde. Voilà ce que porte le mouvement. Donc, je dis, attention, moi j'entends bien les chiffres de Jean Viard, je les connais, on les a tripatouillés dans tous les sens, y compris à partir de ses travaux ou autres, mais
Il y a un aspect quantitatif clair. C'est vrai que quantitativement, la place du travail dans la vie globale, elle a reculé. Qualitativement, je ne suis pas du tout sûr. C'est vrai que la place du travail évolue dans la société. Perd-elle son sens, comme disent les sociologues, paradigmatique? Je conteste là la conclusion d'Alain Touraine qui dit « le travail c'est fini, maintenant c'est l'emploi ». Non, toute notre expérience tend au contraire à montrer qu'il y a un retour finalement des préoccupations sur le contenu du travail. Il est moins sans doute central, je partage, moins central dans l'organisation de l'ensemble de la vie sociale, de la vie individuelle. En même temps, il n'y a pas un désinvestissement des salariés par rapport à ce travail. Donc voilà, je crois qu'il faut bien prendre la mesure. Alors, le travail change, mais moi, c'est souvent le cas. Quand des formes changent, on jette le bébé avec l'eau sale du bain, c'est-à-dire que la forme change, c'est le concept, c'est la nature même du processus qui disparaît. Non, je pense que le travail est en train de profondément changer, on en dira sans doute 2 mots tout à l'heure à partir des questions, ce n'est pas pour autant qu'il disparaît, y compris le travail industriel qui subit ou qui amorce un bouleversement considérable et qui ne va pas signifier la fin de l'industrie. Moi, j'ai même le sentiment que la crise qu'on vient de vivre nous a rappelé qu'il ne peut pas y avoir d'économie développée sans un socle industriel, alors qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec celui des années 60, mais sans un socle industriel. Bon, vous venez de la crise qu'on vient de vivre, j'espère qu'on vient de la vivre, mais j'ai bien peur qu'on n'en soit pas encore sorti. Juste un point, moi c'était la première, cette introduction, c'était plus sur la valeur travail. Et c'est vrai que quand je vais dans un dîner, que j'ai à ma gauche ou à ma droite une personne que je ne connais pas, la première chose que j'entends, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et les gens s'attendent à ce que je dise ce que je fais comme métier, pas comme loisir. Et alors je me tourne vers Jean Viard. Bon, le Duigou n'est pas d'accord avec vous. Vous avez fondé une maison d'édition, j'ai regardé les titres, que vous avez écrits d'ailleurs la plupart, L'éloge de la mobilité, Le sacre du temps libre, Penser les vacances, La France du temps libre et des vacances, un court traité sur les vacances, Réinventer les vacances, Au bonheur des campagnes. J'arrête là. Est-ce que vous pensez que vous êtes en retard d'un métro? Mais non, pas du tout. Je ne suis pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit. On investit énormément sur notre travail, mais vous voyez, quand vous travaillez dans les grands groupes, avec des DRH au moment des embauches, il faut toujours les faire travailler. Les jeunes, souvent, quand ils arrivent, une des questions qu'ils posent, c'est les 35 heures, c'est organisé comment? Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier l'équilibre de leur vie privée à la question du travail salarié. Ils veulent un équilibre entre les deux. Ils ne sont pas non plus prêts à sacrifier leur vie de travail salarié, contrairement à ce qu'on pourrait dire, à leur vie privée. Ils veulent un équilibre entre les deux. Et je crois que si vous voulez ça, c'est un changement extrêmement profond. Avant, on était son travail. C'est ça la révolution industrielle. On était son travail. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque individu, et notamment quand il démarre dans la vie, cherche un équilibre entre les deux. Et après, on ne peut pas dire la même chose de tous les groupes sociaux. Il y a des gens qui espèrent effectivement avoir des métiers qui vont leur donner de l'identité. C'est-à-dire de l'identité au sens où je pourrais dire c'est presque un loisir. Prenons mon métier ou prenons celui de Nicolas Sarkozy. Je veux dire, c'est autant des plaisirs que des métiers. Bon. Mais ce n'est pas vrai pour absolument l'ensemble des métiers. Et puis il y a des métiers qui sont d'abord des revenus et qui, en plus, dans des sociétés où à l'intérieur du procès de travail, on a tellement concentré le temps de travail qu'on a diminué le temps relationnel à l'intérieur des entreprises, etc. D'ailleurs, quand quelqu'un est licencié, il disparaît quasiment. Je veux dire, en plus, les gens n'habitent plus à côté de là où ils travaillent. Donc, du coup, le lien de proximité entre le travail, la famille, etc., c'est profondément défait. En moyenne, on fait 45 km par jour et par Français. Donc, on est dans une ère urbaine. On vit dans un monde qui est comme un immense nuage. Et donc, effectivement, la superposition entre travail, vie privée, vie quotidienne, vie militante, vie scolaire, c'est profondément défaite. Mais elle s'est créée autre chose. C'est-à-dire dire que le lien social s'est défait, ça me fait toujours sursauter. Simplement, le lien social, le travail n'est plus son seul. Il y a des gens dont le travail est le cœur du lien social. Mais une grande partie de la société, non. Et en même temps, de l'autre côté, on a fait massivement rentrer les femmes sur le marché du travail, si je peux me permettre cette expression. Je rappelle que ce n'est qu'en 1974 que 50% des femmes dans ce pays sont devenues salariées. Qu'aujourd'hui, on est à peu près à 80%, même si une grosse partie, c'est du temps partiel, subi, etc. Donc quand on compare, oui, par rapport au monde des hommes, le monde des hommes a profondément changé.
Et ce que disait notre camarade Le Diguiou, faisons attention, pour le monde des hommes, c'est entièrement vrai. Mais pour le monde des femmes, c'est pas entièrement vrai. Parce que les femmes sont en train de rentrer dans l'autonomie du travail, donc dans l'autonomie du revenu, donc dans la capacité à demander le divorce, etc. Il y a donc là une chaîne de mutation de relations qui est différente selon les deux membres du couple. Merci. Alors, sur la notion de travail, parce qu'ensuite, deuxième partie, on passera à quelle sera notre façon de travailler demain, comment travaillerons-nous demain, mais sur le concept de travail, la valeur travail. Vous avez des questions, le panel d'étudiants, j'ai vu concernant les conséquences des 35 heures, et je crois qu'on est en plein dedans, enfin en tout cas, d'après ce que disait Jean Viard. Alors vous posez vos questions, je vous en avais 2 ou 3 là-dessus, et on vous demandera dans la salle, vous aussi, sur la valeur travail, les questions que vous avez à poser, on va en prendre en tout 5-6, et on fera une réponse globale pour cette première partie. Bonjour, Mathieu Alési, je suis étudiant à l'ESSEC. J'ai une question sur la place de la valeur travail, en faisant une petite comparaison avec la Grèce antique. Je pense que c'est peut-être un petit peu caricaturé, mais je crois que chez les Grecs, le travail était uniquement réservé aux esclaves. Les gens libres ne travaillaient pas. Si on suppose qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre de supposer ça, on vit dans une société de gens libres, est-ce que le progrès n'est-il pas de se diriger vers une société, non sans travail, parce que là ça paraît difficile, mais au moins où on travaille le moins possible? Est-ce que le progrès ne serait pas ça, travailler le moins possible? Mais en ayant de quoi vivre tout de même. Oui. Merci. Question suivante. Vous avez d'autres questions, j'avais vu, j'avais noté quelques-unes. J'en prends plusieurs à la fois. Bonjour, je suis Fatoumata Diako, je suis de l'ICOGES. Nous voudrions savoir si, d'abord pour parler du travail, il faut parler des gens qui ne travaillent pas. Nous voudrions savoir s'il est possible de vivre sans travailler et de savoir aussi si la société peut aider ces gens qui veulent rester et qui veulent rester sans travail et vivre des minima sociaux. Donc, si je comprends bien, vous allez à l'encontre de ce que préconise Madame Novak, qui, elle, veut, grâce au microcrédit, permettre aux gens de travailler pour leur éviter de vivre de l'assistance de la société. Merci, si j'ai bien compris votre question. Il y a encore une question sur la valeur travail chez les jeunes? Bonjour. Ça serait plus sur les conditions de travail. Donc, je suis Mademoiselle Crépy, étudiante en master droit éthique des affaires à l'université de Cergy-Pontoise. Donc aujourd'hui, on assiste à un nouveau phénomène. Beaucoup de salariés sont stressés. Certains ont même des problèmes de santé, notamment des problèmes osseux. Et dans certains secteurs en France, on assiste même à des suicides. Donc comment expliquez-vous que les conditions de travail actuelles, elles soient pires qu'il y a 30 ans? Et pensez-vous que certains secteurs en France soient plus touchés que d'autres? Merci. Alors, sur la valeur travail, plus que sur la façon dont nous travaillerons demain, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Et si vous en avez, vous levez la main et puis vous allumez votre micro. Pour l'instant, oui, je vous en prie. Vous avez un micro, je crois que vous n'avez pas... Voilà. Oui, Jean-Pierre Lantin, journaliste. Je pense à un économiste du début du XXe siècle qui s'appelait Gabriel Tarde, ou Gabriel de Tarde d'ailleurs, il y a les 2 orthographes, qui est une sorte d'alternative à Marx d'une certaine manière, puisqu'il a posé dans son économie comme base l'envie de travailler. C'est-à-dire que pour lui, l'homme est un être social et en fait, ce dont il a profondément envie de faire dans sa vie, c'est de travailler, mais pas de travailler au sens forcément où on l'entend aujourd'hui, mais de faire des choses utiles, de s'occuper et de faire des choses utiles pour ses semblables. Et donc, si on doit réfléchir à la valeur travail, évidemment, on va être amené à parler de l'avenir, mais déjà au début du XXe siècle, donc cet économiste disait il faut mettre le monde à l'envers, c'est-à-dire ne plus considérer comme Marx le faisait que le travail était une obligation pour pouvoir manger, vivre, mais dire que c'est une envie fondamentale des gens d'être utiles aux autres et de s'occuper. Merci. Autre question sur la valeur travail? On s'arrête là. Alors,
Je vais demander à madame de commencer par répondre, ensuite Jean-Christophe Leduigou. Tout le monde aura la parole pour répondre pour clore ce chapitre. Jean Viard. Je voudrais d'abord donner mon avis sur la première question. Je pense que le drame actuel, c'est l'exclusion du travail, non pas des citoyens libres, mais des gens qui sont les plus pauvres. Et pour moi, l'exclusion du travail est un drame tout aussi fondamental qu'était et que reste dans une certaine mesure et dans certains pays plus que d'autres, l'exploitation de l'homme par l'homme. Je pense que le travail donne aux gens leur dignité, qu'il leur donne un horizon d'avenir. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne faites pas de projet. C'est la première caractéristique de la pauvreté. On vit dans le présent, on n'a pas d'avenir. Et il crée aussi ce lien social, cette reconnaissance sociale dont les gens ont besoin pour vivre dans la cité. Et quand la deuxième intervenante disait « mais pourquoi ne pas laisser les gens vivre des minima sociaux ?» Je me permets de dire qu'on ne vit pas des minima sociaux. Essayez de vivre avec 400 ou 500 euros par mois. Vous ne pouvez pas vous loger et manger. C'est l'un ou c'est l'autre, et encore. Donc, arrêtons de dire on a trouvé le bon système pour recueillir les gens que le capitalisme reste, l'économie laisse au bord de la route, on leur donne des minima sociaux et on n'en parle plus. C'est pas vrai, c'est un malheur abominable. Moi, nous travaillons essentiellement avec des personnes qui sont aux minima sociaux, qui sont au chômage de longue durée. C'est beaucoup plus stressant, c'est beaucoup plus fatigant d'être exclu du travail que de travailler. Et il y a d'ailleurs des études sociologiques sur ce thème, ce n'est pas une invention comme ça intuitive. Et je pense qu'il faut peut-être regarder la réalité en face. Les gens qui sont aux minima sociaux, forcément, ils ont plein de petits boulots. Maintenant, ils auront, j'espère, le RSA. Mais on ne vit pas des minima sociaux. Et surtout, quelques rares cas mis à part, on n'a aucune envie d'être en marge de la société. D'ailleurs, j'ai cru voir dans des sondages que vous avancez dans vos études que les jeunes des banlieues défavorisées sont plus demandeurs de création d'entreprises individuelles que la moyenne de la population. Effectivement, si vous voulez, on a un programme spécial pour les jeunes de banlieue. D'après des études IFOP, 50% des jeunes dans le banlieue qui subissent parfois des taux de chômage de 20 ou de 30% souhaitent créer une entreprise. Et on les aide à créer ces entreprises. Et ils réussissent très bien, et ils remboursent très bien, et ils deviennent des citoyens actifs qui créent de la richesse, qui ont leur place dans la société, dont certains restent travailleurs indépendants, dont d'autres créent des dizaines et parfois des centaines d'emplois. Et pour moi, une société qui n'est pas capable de donner du travail à ces jeunes est une société qui signe son arrêt de mort. Parce que vous avez peut-être remarqué qu'on vieillit, et toutes ces personnes dont les retraites devront être payées de façon de plus en plus massive, elles seront payées par qui si on ne met pas les jeunes au travail, si on les exclut déjà du travail? Jean-Christophe Leduigou. D'abord, je veux dire que je partage ce que j'appellerais l'indignation de Maria Novak. Je rajouterais quelque chose sur la banlieue, y compris sans doute qui explique pourquoi les jeunes de banlieue sont conduits à recourir à l'entrepreneuriat individuel. C'est le problème que quand vous vous pointez avec 9.3 sur votre curriculum vitae, vous avez 2 fois, 3 fois, 4 fois moins de chances, surtout si vous êtes maghrébin, d'être embauché par une entreprise. C'est ça la réalité. Vous avez vu l'exemple de la jeune Koné chez moi de Saint-Denis, qui a été avocate, qui a été obligée d'aller aux États-Unis pour se faire reconnaître
aux États-Unis comme avocate parce qu'elle ne pouvait pas chez nous déposer. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples de ce type. Voilà des problèmes concrets. Alors, c'est pour ça que je pense que nous avons travaillé, justement, fait des recherches sur l'éloignement de l'emploi. Les 3 raisons principales qui expliquent l'éloignement, enfin, qui sont mises en avant pour expliquer l'éloignement de l'emploi, c'est d'abord la santé. On sous-estime complètement ce facteur-là aujourd'hui, parce qu'il y a y compris des gens, et quand on est pauvre, qui ne se soignent pas, la formation et la qualification, et le transport. Voilà les 3 raisons qui finalement expliquent le fait que, plus généralement, ces catégories sont écartées finalement de l'accès à l'emploi. Alors, sur le fond, rapidement, parce que les 4 ou 5 questions, elles étaient articulées. Moi, je pense que... Enfin, je ne vais pas essayer de réconcilier Marx et Tarde, hein, mais on pourrait en discuter longuement. Mais je pense que pendant des décennies, l'émancipation qui est une valeur en tout cas du mouvement syndical, du mouvement ouvrier, l'émancipation, l'idée de pouvoir finalement dépasser la condition que l'on vous fait. Elle a souvent beaucoup passé pendant des décennies par justement la réduction du temps de travail, c'est-à-dire pouvoir avoir du temps libre, m'occuper, tout le monde a les images, 36, bon, voilà. Cette aspiration. En 1936, il y avait un film de René Clair qui montrait une usine qui devenait totalement robotisée, comme on l'a vu chez Charlie Chaplin, et on voyait tous les salariés devant la rivière, devant l'usine, en train de pêcher à la ligne. Et c'était un très beau symbole, mais j'ai bien peur pour les étudiants qui nous parlaient tout à l'heure que ça ne reste qu'un symbole. Alors je termine. Je pense qu'aujourd'hui, cette aspiration à l'émancipation, elle porte de plus en plus sur le contenu même du travail, c'est-à-dire d'un travail qui change, mais qui ne répond pas aux besoins humains. Et là, il y a beaucoup de souffrance. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui ne parlent du travail en termes de souffrance. Il y a tout un courant sociologique, la souffrance au travail, qui exprime d'ailleurs une réalité vécue par les salariés. Mais justement, nos efforts de recherche là, avec les salariés, que ce soit de l'industrie, des services à la personne, nous montrent que y compris dans le travail, le moins qualifié, en tout cas qu'on admet comme le moins qualifié, il y a toujours une dimension humaine irremplaçable de création par le salarié, même sur la chaîne automobile, même sur des travaux extrêmement pénibles. Et ça, c'est la dimension irréductible humaine du travail. Or, aujourd'hui, on est dans une contradiction majeure parce que le travail est effectivement profondément malade. Il n'arrive pas à accoucher d'un certain nombre de potentialités. Alors, il y a quand même une inquiétude exprimée par les étudiants. Il y a le stress au travail, il y a le harcèlement, il y a même des suicides. Nous l'expliquons assez simplement. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est la seule raison. Il y a aujourd'hui une multiplication des psychopathologies sociales, donc souffrance au travail, impossibilité de gérer les rapports entre vie privée et vie de travail, parce que la vie de travail se prolonge. Mais fondamentalement, dans ces cas extrêmes, ce qui était caractéristique, c'est qu'il n'y avait ni dialogue, ni conflit sur le lieu du travail. C'est-à-dire pas de moment, d'endroit où chacun pouvait dire et ses problèmes et ses aspirations et peser d'une certaine manière sur l'orientation des évolutions. Donc ça se transforme généralement en conflit interpersonnel, en conflit relationnel qui se substitue à la confrontation sociale. Y compris cette idée qu'il faudrait un consensus dans le milieu de travail, je pense qu'elle est très dangereuse par rapport à ce que devrait être l'évolution du travail. Il faut que les contradictions qui existent, elles s'expriment le plus ordonné possible, institutionnellement, même si on peut le faire, mais il faut qu'elles s'expriment. Et là où elles ne s'expriment pas, on a ces phénomènes qu'on a connus et qu'on va connaître encore pour un certain nombre de secteurs. Mais là, vous êtes en train de justifier la présence des syndicats dans les entreprises. Or, la perte de vitesse n'est pas terminée. Bien sûr, c'est un réel. Quand les syndicats couvrent
Grosso modo, 5 millions de salariés, ou je dirais d'actifs, 5 millions de salariés sur 22 ou 23 millions d'actifs, il est clair qu'il y a une écrasante majorité du salariat qui n'a pas les instruments de base qui peuvent leur permettre de se défendre. C'est un vrai problème auquel il faut qu'on s'y attaque. Ça ne peut pas durer comme cela. Alors peut-être que la nouvelle loi sur la représentativité et la légitimité des accords, on n'en connaît pas la potentialité, mais sera de ce point de vue un tournant en permettant à tous les salariés d'avoir quelqu'un pour justement poser un certain nombre de problèmes. Donc le conflit collectif plutôt que le conflit individuel, interindividuel, si j'ai bien compris. Jean Viard, là, vous êtes resté un long moment à écouter le point de vue du sociologue sur ce qui vient d'être dit. Je n'ai pas de désaccord profond avec ce qui vient d'être dit. Moi, je crois que, si vous voulez, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on est dans une société qui a, y compris à cause de l'évolution du travail, atteint un niveau de liberté individuelle comme on ne l'avait jamais connu, et un niveau de satisfaction de cette liberté individuelle par chacun d'entre nous considérable, mais avec une part de la société périphérisée, marginalisée, dans une solitude épouvantable. Vous savez, moi, je suis élu à Marseille, dans une ville, je suis vice-président de cette communauté urbaine. On a 28% des gens sous le seuil de pauvreté, 41 000 chômeurs, 40 000 eramistes, 55 000 femmes seules avec enfants. Quand vous êtes élu dans une ville comme ça, vous vous dites « qu'est-ce que je peux faire ?» Donc c'est clair que ça existe aussi et je pense que je le vois tout le temps. Mais la question qu'on a, c'est qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir en commun. C'est-à-dire que dans ces sociétés très individualisées, on ne va pas revenir au collectif d'hier. Et c'est vrai que le collectif d'hier, il a intégré les luttes sociales, les grandes manifs, moi qui ai fait 68, etc. On peut en penser ce qu'on veut, mais ça intégrait. Bon. Dans une société très individualisée, chacun poursuit son objectif. On le voit bien en politique. Alors on peut toujours dire « Ah ben c'était mieux avant ». Oh non, c'était pas mieux avant, sinon on n'en serait pas sorti. Et si nos parents quittaient la campagne, c'est aussi parce que c'était mieux d'aller en ville. Donc je veux dire, arrêtons de croire qu'hier c'était mieux. Mais comprenons que la crise qu'on vit, c'est l'absence de commun dans le monde du développement durable et de la liberté individuelle. Et que ce n'est pas en réduisant la liberté individuelle qu'effectivement qu'on va résoudre les questions. Donc pour le moment, on n'a pas de commun, on n'a pas d'objectif. Moi, je voudrais dire ça en premier. Après, cette idée qu'on a passé un seuil dans la liberté de l'individu, et que c'est extraordinaire. Vous savez que l'indice de bonheur, moi, c'est un indice que j'adore. Ben, 80% des Français sont heureux. Ils le répètent toute la journée. 20% souffrent. Donc il ne faut pas non plus... D'ailleurs, vous n'êtes pas heureux complètement dans vos couples, vos boulots, etc. On pose la question à n'importe qui, tu referais la même vie? 80%, 75% des gens, oui, je prendrais le même partenaire, le même métier, le même quartier. 20% disent, en faisant attention, on manque d'horizon, donc on est désespéré de l'absence d'horizon, et on croit effectivement que tout s'effondre. Non, tout ne s'effondre pas, et comme tout le monde a un discours négatif, on oublie que les 10 à 15% qui sont vraiment complètement dans la difficulté, quasiment, ils ont le même discours que les médecins qui négocient une augmentation à 23 €. Donc il faut faire très attention à cette espèce de vision négative collective qui empêche de voir la souffrance plus violente d'une partie de la société. Moi, c'est ça que je voudrais dire, notamment sur la question du travail. Après, par rapport aux questions qu'ont posées les étudiants, c'est vrai aussi qu'il y a plus de stress, il y a plus de vitesse. En plus, il faut dire les choses comme elles sont. La société se stabilise en s'amortissant sur les 20-30 ans, et particulièrement de couleur ou féminin. Parce que entre 30 et 50 ans, le risque de changer d'emploi, il n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est l'après-retraite d'un côté, et puis entre 20 et 30 ans, on massacre une génération chaque fois, et en particulier si elle habite dans le 9-3 et si elle n'a pas la bonne couleur. Et la question qu'il faut dire, c'est que donc ça veut dire que les 30-50 ans se stabilisent dans une société où autour d'eux, il y a de l'insécurité considérable aussi. Ça aussi, il faut le dire, on n'est pas tous dans la même galère. Bon, et il faut dire une autre chose. La vie s'est allongée de 200 000 heures en une génération, c'est-à-dire en gros de 25 ans en un siècle. Ces 25 ans ne sont pas à la fin. Il faut arrêter avec l'idée que c'est après la retraite que la vie s'est allongée. Non, la vie s'est diffusée. Ça veut dire qu'on va faire des études plus longues, on va avoir plus d'années de galère. Mais le temps qui compte, vous savez, moi, quand on a fait les 35 heures, je disais, il ne faut pas faire les 35 heures, il faut faire les 63 000 heures de salariat. C'est-à-dire qu'on s'en fout de l'âge où on part à la retraite. Si les gens veulent faire 30 heures et travailler 44 ans, s'ils veulent faire 42 heures et travailler 35 heures, quel est l'intérêt de la collectivité? Et quand est-ce qu'on va penser ces choses-là dans la durée? Et donc reposer la question de la place du travail dans la vie. On travaille peut-être moins quand on est une jeune maman, et alors on travaille peut-être plus quand on sort des études si on est bien diplômé. On a peut-être besoin d'avoir plusieurs chances si on vient d'une banlieue négative, et il serait temps qu'on se pose vraiment la question, qu'on arrête quand ça siffle dans un match de stade, de dire on va arrêter le match. Ben, on va arrêter le match. Si on ne veut pas avoir la crise des banlieues, y compris quand elle s'exprime, on ne s'en sort pas. Oui, vous avez appelé ça le capital temps libre et non pas le capital travail.
je sais bien que l'un est Non, c'était l'envers un de jeu de l'autre. mots dans un de mes titres sur effectivement le capital temps libre et la valeur du travail. C'est-à-dire, je disais, la place importante qu'a pris le temps libre dans nos sociétés, la place de la retraite, la place des études, la place des voyages, la place de la télé, ont redéplacé le rôle central du travail. Mais par contre, je suis d'accord, quand le monsieur a dit tout à l'heure, a posé la question, est-ce qu'on a ou pas envie de travailler? Mais d'abord, je pense que ça fait partie des valeurs collectives. Et je voudrais vous rappeler que la première activité du temps libre, c'est le travail pour soi. Il ne faut pas mélanger travail salarié et travail pour soi, parce que dans la vie d'un homme, il va travailler 63 000 heures pour son patron, mais il va travailler beaucoup plus pour lui, y compris en bricolant, en jardinant. Une des premières conséquences des 35 heures, c'est comme l'augmentation du bricolage, du jardinage, de la cuisine et du tricot. Vous allez me dire, ça, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'activités où on réunifie le fait de fabriquer dans des métiers de plus en plus parcellaires. Ça aussi, il faut se poser ce genre de questions. Bien, conclusion de la première partie, la valeur travail, elle est là, bien présente. Alors comment travaillerons-nous demain? Il y a un certain nombre de questions qui ont été réfléchies et rédigées par nos amis étudiants. Et j'ai vu que plusieurs parmi vous s'intéressaient au télétravail. Bonjour, Thomas Yayel, je suis étudiant à HEC à Paris. Moi, je voulais revenir effectivement sur le travail indépendant à travers la notion de télétravail. Et il me semble, c'est peut-être un point de vue peu partagé, mais il me semble que cette pratique n'est pas très courante en France. Donc la question que je me pose, c'est s'agit-il d'un frein à la productivité ou est-ce que le télétravail pourrait-il devenir une pratique alternative, réduisant par exemple le coût et le temps de transport des salariés? Merci. Autre question? Dans la salle, oui, mademoiselle, vous avez des micros, hein. Vous appuyez sur le petit bouton. C'est possible de poser une question si on n'est pas étudiant? Hein? D'accord. Non, parce que je viens de la conférence d'à côté où on redéfinissait les indicateurs de progrès. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que l'indicateur de progrès, qui était le PIB, là-bas, on le discutait, en se disant qu'il faudrait parler de l'indicateur développement humain, etc. J'arrive ici et je me dis, bon, très bien, on va peut-être reconsidérer la richesse et revoir l'indicateur de progrès. Et ici, en fait, je vois que l'indicateur de travail, lui, ne change pas. Et comment est-ce qu'on peut le faire changer demain? Il ne change pas parce que Madame Novak, je ne suis pas sûre, vous avez tout à fait répondu à la question de la jeune fille tout à l'heure, c'est pas on va forcer les gens à rester sur les minima sociaux, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui pourraient, ou aux jeunes hommes, qui disaient, et si le progrès, ce ne serait pas de moins travailler, mais pas au sens... pas pour moins gagner d'argent. Est-ce que justement, le problème, c'est ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas reconsidérer ces valeurs-là? Est-ce qu'on a besoin de 500 €? Vous le disiez, oui, on en a besoin. Mais il y a toute une frange de la population, certes extrêmement minoritaire, qui souhaite sortir, faire un pas de côté et vivre avec moins. Et ça, c'est une réalité. Et c'est peut-être une aspiration. Vivre avec moi, ça demande que vous soyez un peu plus précise. Parce que tout à l'heure, Madame disait qu'il y a des minima. Le seuil de pauvreté, il est bas en France. Oui, il est très bas. Non, mais je ne questionne pas ça. Je posais juste la question de... Voilà, on nous dit dans la conférence d'à côté, on peut reconsidérer des éléments de progrès et de richesse. Et la valeur travail, comment elle peut-elle se replacer par rapport à ça? Si on reconsidère le PIB, il faut aussi reconsidérer ce qu'on appelle le salaire, quoi. Merci. Autre question? Je vous en prie, prenez un micro. Merci. Vous avez appuyé sur le petit bouton? Oui, ça y est, c'est bon. Oui, si on parle justement de reconsidérer peut-être le travail, vous parliez tout à l'heure d'activités utiles, enfin je ne sais plus, un monsieur posait la question d'activités utiles. Peut-être qu'on peut revoir justement le travail, la rémunération du travail aussi par rapport à l'utilité sociale et pas uniquement l'activité économique, et qu'on pourrait trouver un moyen de rémunérer justement cette utilité. Donc concevoir le travail comme une activité plus globale qu'uniquement l'activité économique. Monsieur? Bonjour, Fabrice Hansen. En fait, je suis en fait technicien méthode et au fur et à mesure que tout le monde parle, je m'aperçois que en fait, on parle toujours des droits du travail. Je ne sais pas si on parle de devoirs. Je n'ai pas non plus l'habitude de voir la notion de devoir dans les droits de l'homme, que ce soit en globalité ou pas. Je me suis dit, c'est bizarre, la notion de devoir a disparu.
Et aujourd'hui, on n'avait pas encore parlé de droit au travail. Autre question? Monsieur? Monsieur, puis là-bas. Tout le monde peut poser des questions. On se donne 5 minutes pour grouper des questions. Ensuite, on tâchera de faire une synthèse ici. Si la lumière est allumée, ça marche. Si la lumière est allumée, d'accord. J'ai une question toute simple, puisque c'est le thème normalement de ce débat. Comment, d'après nos interlocuteurs, le travail va-t-il évoluer dans les années, je dirais dans la décennie ou dans les 2 décennies qui viennent, le contenu du travail, la notion de travail, la répartition selon les secteurs? Est-ce qu'on peut faire un petit peu de prospective aujourd'hui? Vous recentrez, je vous en remercie. On donne la parole, il y avait 2 personnes là-bas, puis ensuite, monsieur. Donc, ma question, Jean-Claude Devez, c'est comment essayer de mieux valoriser les capacités de chaque personne au travail et comment aussi les valoriser collectivement et faire que le travail en équipe, disons, reprenne plus de place. Pardonnez-moi pour préciser votre question. Quand vous dites comment valoriser qui? Le travailleur. Non, mais pas comment valoriser qui. Qui doit valoriser? Disons, comment arriver entre les DRH, les chefs, les modes de notation, etc., puisqu'il y a quand même encore beaucoup d'entreprises où il y a des notations avec des objectifs, et il y a peu d'objectifs collectifs, et c'est difficile de voir comment, gagnant-gagnant, à la fois le travailleur et à la fois l'entreprise. Merci pour cette précision. Alors, il y avait une question là-bas. Bonjour. Je voudrais revenir sur la valeur travail et notamment l'interaction qu'il doit y avoir obligatoirement, il me semble, entre le modèle de consommation d'une société, qu'elle soit globalisée, donc mondiale, ou qu'elle soit localisée, et la correspondance avec le travail, de la même manière qu'on parle de crise politique qui me semble, moi, être une crise de citoyens. Il me semble qu'il y a dans la crise de la consommation, ou de son modèle de consommation, il y a obligatoirement le pendant qui est la crise au sein du travail, avec des grands groupes que l'on voit aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a ne serait-ce que 20 ans, des groupes qui font aujourd'hui 150 000, 200 000, 300 000 employés. Est-ce que c'est la solution d'avenir? Je ne sais pas. Bien, je pense qu'on a fait... Alors, on prend encore ces 2-là, et puis on fera un dernier tour de questions après. Je vous en prie. Oui, bonjour à tout le monde. Donc moi, la question porte plus sur la motivation au travail. Madame, vous parliez de la fin de justement de l'exploitation de l'homme par l'homme, comme quoi c'est un système qui est voué à l'échec, et bon, on comprend bien, et heureusement. Par rapport à la valeur de travail, je ne sais plus lequel aussi parlait de décentralisation, un petit peu à travers des structures plus petites, et donc qui amènent peut-être plus de valeur à ce travail. Moi, ma question portait sur... quel avenir et que penser des systèmes coopératifs du style les SCOP, etc., où plus de responsabilités sont données directement aux ouvriers, même qui sont, enfin bon, je ne connais pas exactement le système, mais même actionnaires de l'entreprise. Et on a vu plusieurs exemples d'entreprises justement qui étaient vouées à la faillite parce que les patrons, les propriétaires d'entreprise ne pouvaient plus suivre, et qui justement ont été relancés par... le passage à un mode coopératif et à une prise de conscience et de responsabilité par tous les acteurs, dont les ouvriers, et donc ce qui a donné un réel succès après à ces entreprises. Alors, il y avait une dernière question. Il n'est plus là? Non, en fait, c'était moi, mais c'était à peu près la même question. C'était comment on peut imaginer plus de démocratie dans le monde du travail? Parce que je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et est-ce que c'est quelque chose qui va émerger dans les années à venir? C'est le corollaire de la question précédente. Ok. Je pensais que ça me serait facile de faire une synthèse. Allez. Alors, je vais en faire encore 2. De toute façon, on est parti dans toutes les directions. On va ensuite tâcher de serrer. Madame et monsieur, vraiment, on s'arrête là après. Madame. Bonjour, Safia Brache, coach. On a découvert depuis les années 60 des techniques managérielles qui participent, entre guillemets, à l'adoucissement qui peuvent participer à l'adoucissement des souffrances
du travailleur salarié. Je m'étonne qu'on n'y recourt pas plus. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, parce que ce sont des méthodes finalement qui inscrivent dirigeants et travailleurs dans un partenariat gagnant-gagnant, est-ce que dans l'avenir, on va y recourir de façon plus élargie? Merci. Et toute dernière question de cette série. Oui. Bon, qu'est-ce qui guide les entreprises? On est bien d'accord, c'est le marché. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des statistiques pour savoir qu'est-ce que veulent et qu'est-ce que pensent les jeunes et de leur avenir? Parce que je vois des sociologues qui photographient un État, de fait, mais les jeunes, ils veulent faire quoi? C'est ce que j'aimerais bien savoir. OK. Alors, en fait, la synthèse, elle est impossible, parce que si j'ai bien entendu, hein, comment faire en sorte qu'on travaille mieux demain, avec moins de souffrance, dans une structure qui soit plus adaptée, c'est-à-dire dans le sens de davantage, et éventuellement en faisant du télétravail, mais tout en satisfaisant ceux qui veulent travailler moins, en gagnant moins. Alors maintenant, qui veut répondre en premier? Madame. Écoutez, je suis incapable de répondre à tout, mais je vais peut-être reprendre un angle de réponse qui va du télétravail, de la décentralisation des unités de production et de la renaissance de coopératives. Moi, je crois, c'est pas une idée très nouvelle, que les technologies façonnent dans une grande partie l'économie. Et de même que les technologies au XIXe siècle ont façonné le système industriel, les nouvelles technologies d'information façonnent pas seulement les bulles financières, mais aussi le travail de chacun. Donc je crois que le télétravail va se développer. Je pense qu'on n'a plus besoin, bien évidemment, je souhaite et je pense qu'il faut tout faire pour garder un socle industriel en France. Au demeurant, on perd chaque année entre 50 et 100 000 emplois au bénéfice des pays où les coûts du travail sont beaucoup moins élevés. Et on sait que ces emplois sont remplacés par les services, par d'autres formes de travail. On sait qu'aujourd'hui, un tiers des emplois nouveaux sont liés à la création d'entreprises, que 40% de ces créations d'entreprises sont faites par des chômeurs. On est donc quand même dans une mutation assez importante. Je pense que, comme dans d'autres pays européens, ces formes décentralisées vont se développer. La France est plutôt en retard sur d'autres pays européens. Et que les petites unités auront bien évidemment besoin de se relier pour mieux se défendre contre la concurrence et mieux s'implanter sur le marché. Et vous savez, on n'invente jamais rien. On est en train de revenir à cette époque d'artisans ouvriers qui a précédé la révolution industrielle, qui espérait un rapprochement du capital et du travail. On est en train de revenir au mouvement coopératif du XIXe siècle. Et pour vous donner un exemple très précis, on est en train de travailler, comme l'a dit, travaille aussi dans les zones rurales, qu'on prête à des tout petits paysans et que pour augmenter le revenu de ces petits paysans, il faudrait qu'ils puissent transformer leurs produits agricoles et qu'ils ne peuvent pas le faire compte tenu de toutes sortes de normes de sécurité à la ferme. On est en voie d'expérimenter un projet d'atelier de transformation agricole mutualisée où les paysans pourront venir dans des ateliers qui répondent à toutes les normes, faire leur confiture, faire leur pâté, faire leur compote et gagner davantage que s'ils vendaient les produits bruts. Et on le fait avec qui? On le fait bien évidemment avec la Fédération nationale des CUMA, dont c'était le rôle à un certain moment pour la mise en commun au bénéfice des exploitations de l'équipement agricole. Monsieur Le Duyou. Oui, peut-être un petit peu avec le même esprit, hein, parce qu'effectivement, les questions sont diverses. Il est parfois difficile de les relier directement entre elles. Alors,
moi, je pense rentrer dans le débat à partir de ce que pensent les jeunes, c'est pas mal du tout, hein, parce que on voit bien que c'est là que se concentrent un certain nombre de problèmes. Donc là aussi, nous avons étudié, fait plusieurs travaux sociologiques dans différents secteurs. La constatation, c'est qu'on parle souvent jeunes, il y a un certain nombre d'éléments communs, mais il n'y a pas là une seule catégorie sociale avec des aspirations homogènes, et surtout pas avec des situations identiques. Vous n'avez pas du tout la même situation entre le jeune sorti d'une grande école qui, au bout de 3 mois, est à peu près sûr de trouver du travail. Alors après, on peut discuter le contenu, la somme, et celui qui a été éjecté à 16 ans du système scolaire. Je rappelle quand même qu'il y en a 100 000 par an, hein, qui sortent sans qualification. Et là, le programme est déjà inscrit, c'est-à-dire que 10 ans après, ils auront de grands risques d'être toujours des salariés précaires, et même quand ils deviendront des salariés à plein temps, puisque maintenant on a des suivis de cohorte, on s'aperçoit c'est que la suite de leur carrière professionnelle reste marquée par les conditions d'entrée. Donc voilà, il y a là un concentré de problèmes, mais il n'y a pas les jeunes et les vieux, il y a des différentes catégories. Donc je pense que c'est extrêmement important. 2 points, hein, que je voulais soulever. Moi, je pense que comme Marianova, que la technologie prédétermine un certain nombre de chemins d'évolution sans pour autant résoudre l'ensemble des problèmes et sans que finalement ce soit simplement le reflet, l'organisation sociale, le reflet technologique. Mais il est clair que là aussi, quand on regarde comment commence à évoluer le travail, alors que ce soit dans des secteurs industriels ou pas, ça demande plus de sens et d'engagement du salarié, ça demande plus d'intelligence, ça demande plus de coopération. Donc en soi, quelque chose qui peut être plus intéressant et qui, je pense, se heurte aujourd'hui, puisqu'on a parlé de management, de gestion des ressources humaines, se heurte aujourd'hui à un type de gestion et à des structures qui ne permettent pas justement cet épanouissement, cet éclatement, cette évolution du travail. Est-ce qu'on peut rêver et imaginer que vous puissiez, vous les syndicats, y compris la CGT, collaborer avec les instances dirigeantes du patronat pour réfléchir, peut-être au niveau de l'entreprise, à l'organisation de l'entreprise? Qu'on en discute, on en discute d'ores et déjà aujourd'hui. Le problème, c'est que l'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choix stratégiques. Mais il serait très bon que ces discussions soient plus publiques, soit impliquent l'ensemble de la société et les entreprises. Non, je voulais dire, c'est l'organisation du travail aujourd'hui est devenue trop petite pour l'évolution de ce travail tel qu'on le voit pointer. Mais ça se heurte à une chose, c'est que dans la gestion de l'entreprise, le travail est toujours un coût. C'est toujours un coût, donc un coût à réduire. Donc la question qui est posée, je voudrais en terminer par là, la question qui est posée, qui je pense tout à fait pertinente, la question de la démocratie, c'est comment on oriente les gains de productivité. Et ça rejoint le débat sur le produit intérieur brut. Comment oriente-t-on? Jusqu'à présent, ces gains de productivité, ils étaient orientés par la cadence, la manière industrielle d'organiser le travail. Je pense que c'est largement dépassé, mais ça n'a pas disparu, hein, pour autant. Quand on est à calculer des cycles de production sur la chaîne de Renault au quart de seconde pour l'opérateur, vous voyez le degré auquel on arrive. On appelle ça le travail en apnée. C'est-à-dire que le salarié n'a plus le temps de respirer. Mais donc, c'est encore très prégnant, mais je pense qu'il va falloir dépasser ça. Et est-ce que c'est simplement le marché, la libre concurrence ou autre, ou est-ce qu'on est capable de créer des outils permettant d'orienter finalement cette recherche de la productivité? Je pense que là, il y a un grand enjeu de démocratie sociale qui est posé, qui rejoint l'enjeu démocratique plus large. Jean Viard. Je ne suis pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit là. Donc bon, mais je dirais simplement un certain nombre de choses pour aller vite. La première, c'est je crois qu'on est dans une société de niche et pas une société de moyenne.
Et quand on fait des moyennes, on dit la jeunesse, on dit tout ça, c'est vrai, c'est plus comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a des groupes très autonomisés qui fonctionnent les uns à côté des autres. Alors on peut produire des moyennes, mais en fait ça n'a pas de sens. Et donc regardons ces diversités de trajets, comprenons qu'on est des sociétés de diversité, à la fois d'origine, de niveau culturel, de couleur, etc. Et que comme nous avons encore un modèle moniste et colbertiste en France, on rêverait que tout le monde soit exactement dans le même costume. Or cette société moniste, elle est terminée. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je pense que c'est comme ça. Et que donc il faut qu'on apprenne tous à penser cette diversité. Et ça vaut particulièrement pour la jeunesse, bien sûr, mais c'est la classe montante. La deuxième idée que je voudrais dire, c'est que là, je suis tout à fait d'accord, il y a une évolution du travail profondément parce qu'une grande partie du capital est dans le cerveau des acteurs. Quand vous investissez entre 30 et 50 000 heures de formation dans un jeune, en fait, il possède une partie du capital. Et donc, il a une capacité, effectivement, à circuler en termes. Il y en a d'ailleurs qui sont très peu formés, qui ont des savoir-faire qu'ils ont appris par ailleurs, par leur famille, ou tout simplement parce qu'un bon petit revendeur de drogue, il a un art d'organisation de travail individuel excellent qu'on pourrait réutiliser dans un secteur qui ne serait pas interdit. C'est aussi ce qui fait qu'il y a des passages qui sont des réussites. Mais tout ça, ce sont des acquis qui sont intéressants. Et regardons bien cette autonomie de l'acteur. Et à mon avis, nos batailles politiques, c'est pour favoriser le fait que les gens puissent choisir et qu'ils ne subissent pas. Parce que l'enjeu, c'est toujours d'augmenter la liberté individuelle des gens et d'essayer de se battre pour que chacun augmente sa liberté de choix. Et donc, on augmente le choix de travailler beaucoup, le choix de travailler moins, le choix d'être indépendant, le choix de travailler dans une grande entreprise. Comment on maximise dans la société d'aujourd'hui ces choix? On a su le faire plus ou moins dans les sociétés antérieures. C'est, à mon avis, une des questions extrêmement importantes de la société de demain. Alors, je voudrais encore deux petites choses. Quand on nous pose des questions sur le travail demain, moi, je ne sais pas comment va évoluer la mondialisation. Si elle était non conflictuelle, on pourrait faire des scénarios, mais on ne sait pas si elle sera non conflictuelle. Au moment de la guerre de 14, la mondialisation a reculé jusqu'à 1989. Donc le mouvement de mondialisation qui est inexorable parce que l'homme s'est réuni, je veux dire, il est parti d'Afrique, il y a des milliers d'années, on a fait le tour, on est devenu toutes les couleurs, toutes les cultures, et à un moment, se voir tous les soirs à la télé. Ça, c'est le fond de la mondialisation. C'est définitif, à moins qu'on éteigne le poste. Mais après, comment ça va jouer? Je ne sais pas. Et la question du travail, elle est là aussi. Peut-être qu'on va diminuer l'économie mondialisée et que donc il y aura moins de choses qui viendront de très loin. Peut-être que les nouvelles questions de l'énergie dans une société du développement durable vont réimposer une plus grande part de production locale d'un certain nombre de choses. Donc peut-être que le fait de faire venir un objet du fin fond du monde pour s'asseoir dessus, que ce soit une chaise ou une table, ne sera plus tout à fait rentable de la même manière dans 25 ans. On ne sait pas. Et je crois qu'il faut dire qu'on est dans une époque d'extrêmement grands changements, extrêmement rapides, extrêmement peu prévus, et sur lesquels on a peu de prise politique parce qu'on ne sait pas bien s'organiser, parce qu'on n'a pas d'horizon. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Ne cherchons pas des solutions sûres, ne cherchons pas de gourous qui vont nous expliquer comment le progrès évolue. Comprenons que c'est nous qui allons écrire cette société et que pour l'instant, on change de référent, on change de paradigme, mais pas simplement à cause de la crise financière. On a changé de paradigme le soir de l'effondrement du communisme. Le jour où les forces ultralibérales n'ont plus eu peur du risque révolutionnaire, il n'y a plus de risque révolutionnaire, de risque ou d'avantage, chacun fait comme il veut, mais on a perdu, effectivement, on a changé quelque chose. Et puis, il y a d'autres paradigmes qui sont arrivés, notamment la limite écologique de la planète. Donc, on est dans un changement fondamental des paradigmes, et ça va prendre un certain temps, et donc le sociologue a tendance à dire, on est dans une grande mutation culturelle, et c'est elle, au fond, qui porte la mutation des sociétés. Et les réponses ne sont pas écrites. On en est presque à la conclusion. Il y avait une dernière question des étudiants, je voulais qu'ils posent, et qui concerne le goût du risque. Je ne sais pas lequel d'entre vous voulait la poser, parce que c'est une réponse déjà à une question qui était posée dans la salle sur ce que pensaient et ce que voulaient les jeunes. Concernant un sondage que vous avez vu qui montre, mais je peux le traduire, hein, que 50% des jeunes Français voudraient devenir fonctionnaires par sécurité. Et la question que vous posiez, quel avenir pour une génération qui n'a plus le goût du risque et pour qui visiblement le goût de la création, de l'aventure, de la carrière n'est plus prioritaire? Excusez-moi, j'ai lu la question à votre place. Je pense que c'est une question et je vous demanderai de répondre en guise de conclusion, en même temps que j'aimerais que vous, en une phrase ou en deux phrases, vous répondiez à la question qui était posée, mais enfin, comment travaillerons-nous demain? Alors, je veux prendre un exemple. Est-ce que demain, nous allons tous nous travailler énormément dans une civilisation du loisir pour nourrir, loger, distraire les Chinois qui viendront se reposer chez nous?
Madame. Oui. Non, moi, je pense que le goût du risque existe, qu'il correspond en fait à l'esprit d'entreprise qui existe dans ce pays. Alors parfois on dit mais non, hein, il faut le réveiller, il n'existe pas, c'est faux. Ce qui est exact, c'est que d'une part, pour qu'une entreprise, il faut avoir accès au capital et que les gens qui n'ont pas toutes les conditions requises n'y ont pas accès. C'est ça le but de microcrédit. Et deuxièmement, il faut des lois, des réglementations qui rendent ce travail un peu plus facile qu'il n'est actuellement, du fait de sa complexité, du fait de la lourdeur de ses cotisations sociales, surtout pour les plus petits. Et je pense que si on améliore ces conditions-là, l'esprit d'entreprise va exploser et on peut se retrouver l'année prochaine pour voir, par exemple, quel sera l'effet du statut de l'auto-entrepreneur qu'on est arrivé à faire passer dans la loi de modernisation de l'économie. Et c'est tout un symbole d'être arrivé à mettre du travail indépendant dans la loi de modernisation de l'économie qui facilite énormément la création de son propre emploi, qui permet aux gens de payer sur les charges sociales en fonction du chiffre d'affaires réel, en temps réel, et qui, je suis persuadée, va faire émerger du travail en noir une quantité d'activités et que chacun, en fin de compte, pourra travailler de façon indépendante, même s'il est salarié, même s'il est retraité, même s'il est étudiant. Et faisons le point l'année prochaine, je suis convaincue que ça va se révéler tout seul. Jean-Christophe Ledugout, la réponse à la question sur demain. Alors, juste un mot sur les... Parce que vous avez fait poser la question sur les fonctionnaires d'aspiration. C'est bien d'avoir posé la question, mais je constate c'est que fonctionnaire, ce n'est pas un métier, c'est un État. Voilà. Mais non, mais c'est pas la même chose. Oui, on veut des garanties, mais bon, voilà, mais c'est pas un métier. Hein. Le sondage était très mal fait de ce point de vue-là. Et je ne crois pas qu'il y ait globalement une aversion pour le risque. Je crois qu'il y a des gens qui subissent un certain nombre d'avatars aujourd'hui qui voudraient un peu plus de sécurité pour pouvoir, y compris, prendre un peu de risque. Moi, je prends toujours la comparaison du grimpeur, celui qui fait de l'escalade. Voilà, pour prendre des risques, il faut des sécurités. Donc, c'est là aussi retravailler l'équilibre. Alors, sur le fond de la question de demain, ce à quoi je ne crois pas et qui pourtant est aujourd'hui ce qui guide quelque peu un certain nombre de travaux officiels de prospective. C'est, je ne crois pas, demain, à une société française, ou on pourrait prendre un autre pays, composée d'un côté d'ingénieurs, techniciens, chercheurs hautement qualifiés qui en quelque sorte créeraient la valeur ajoutée, et de l'autre côté la masse des emplois des emplois de service. Moi, je pense que cette société-là, elle n'est pas viable, elle est invivable, elle ne tiendrait même pas debout économiquement. Ce qui va se passer, c'est probablement qu'il y aura un besoin d'élévation de la qualification de chaque catégorie de salariés. Ce n'est pas demain tous ingénieurs, c'est finalement que pour l'ouvrier à la chaîne, pour le prestataire de service, il faudra améliorer sa qualification parce que demain, les Chinois, c'est clair, moi je connais très bien la Chine, j'y vais depuis près de 30 ans maintenant, depuis la fin de la révolution culturelle, dans quelques temps, ils vont arrêter de visser des boulons. Le plus grand bâtiment, quand vous rentrez à l'université de Pékin, c'est le laboratoire de nanotechnologie. Vous vous croirez à Grenoble, ni plus ni moins. Donc, ne nous trompons pas de bataille, ne nous trompons pas de confrontation à l'échelon de la mondialisation. Merci. Jean Viard. Merci. Bon, alors 2-3 choses. D'abord, je suis d'accord, ce qui a été dit sur les fonctionnaires. Je crois qu'il y a une génération qu'on a peur en lui disant qu'elle n'aura pas de retraite. Alors, je dis... Oui, mais c'est parce que j'essaye de ne pas le mettre sur mes notes. C'est ça mon gros problème. Mais sinon, je veux dire, je crois qu'on est face à une jeunesse qu'on a tendance à apeurer, à lui faire croire qu'elle n'aura pas de retraite, à lui faire croire qu'il n'y a pas d'avenir, et du coup, elle a tendance à se réfugier dans la fonction publique et à refuser de faire des études scientifiques, ce qui nous pose quand même un gros problème des deux côtés, y compris dans les orientations d'études, parce que la science, c'est un enjeu important, notamment les sciences de la nature, qui sont quand même, tout le monde est pour le développement durable, mais quand on veut trouver des gens pour faire massivement des études, notamment des sciences de la nature, on a des problèmes. Donc là, on a un problème
problème de construire un horizon qui donne confiance à nos jeunes. On a du boulot. La deuxième chose, c'est que je pense, il y a une question dont je n'ai pas répondu sur le télétravail qui est très intéressante. C'est comment on intègre les différentes formes de la mobilité. Parce que c'est ça le télétravail. C'est au fond une des formes de la mobilité. Et on est une des sociétés où effectivement on utilise peu le télétravail. On utilise par contre beaucoup des gens qui habitent loin des villes et qui, grâce à Internet, grâce au téléphone portable, etc., par exemple, ne viennent en ville que 3 ou 4 jours par semaine et restent plus souvent chez eux. Donc il y a un équilibre des territoires qui est en train de changer, mais qui pose des problèmes en termes écologiques, etc. Donc ça, c'est à dire. Dans l'évolution du travail, je pense que la part du corps et la part du territoire, du sol, vont réaugmenter dans les 20 ans qui viennent. C'est en progression depuis le début du siècle. J'ai dit tout à l'heure qu'on était passé de 5 à 40%. Ça veut dire qu'il y aura effectivement plus de soins de santé, plus de soins de culture, d'éducation, etc. Et plus de problèmes liés au sol parce qu'on a concentré notre population agricole pour produire de l'aliment et on va certainement la redéployer pour produire aussi de l'énergie, voire effectivement des matières premières. Donc là, il y a aussi des choses qui vont effectivement changer et dont je crois qu'il faut dire un certain nombre de choses pour avoir de l'avenir. Et pour finir, si vous voulez, je crois qu'il faut voir aussi que la question du travail, c'est aussi un contenu, c'est-à-dire les valeurs de notre société. C'est des valeurs d'autonomie, c'est des valeurs de discontinuité, c'est des valeurs de choix. C'est-à-dire c'est toutes ces valeurs qu'on a appris de cette société de l'individu et du temps libre. Et un des gros problèmes qu'on a, c'est que le monde du travail a un mal fou à comprendre que ces valeurs doivent être réintégrées dans l'organisation quotidienne du travail. C'est tout à fait vrai dans la fonction publique, c'est tout à fait vrai dans l'éducation nationale, et je veux dire, il faut le dire aussi, et bien sûr dans les entreprises privées. Donc il n'y a pas la question du travail demain, c'est est-ce qu'on va être capable, j'allais dire, de remettre en désir une partie des emplois. Il y a des problèmes de revenus, il y a des problèmes de stress, mais il y a aussi des problèmes que vous ne pouvez pas diriger 90% du temps de votre vie avec une forte autonomie de décision. Et vous trouvez dans les 10% que vous avez dans l'entreprise, et là vous êtes sujet à la décision pour beaucoup des gens qui travaillent, pas pour tous, mais pour beaucoup. Et vous savez, les 35 heures ont été bien vécues par ceux qui ont du pouvoir sur leur emploi du temps, en réalité, et mal vécues par ceux qui n'ont pas de pouvoir sur leur emploi du temps. Et je crois que c'est une chose sur laquelle on doit réfléchir. Bien, je pense que nous arrêtons là. Je vous remercie infiniment, madame, messieurs, pour votre participation.